Peut-on et faut-il être transgressif dans la publicité ? L'audace, la dérision, l'irrévérence sont-elles encore envisageables dans les messages publicitaires ? Bonjour, je suis Sophie Debusny, directrice de la communication de 6e Son, et je vous propose de parler aujourd'hui d'empathie, de bien-pensance et de conformisme dans la publicité, dans ce premier épisode du podcast du Conseil de l'éthique publicitaire. Je suis en présence de Dominique Volton, directeur de recherche au CNRS, fondateur et directeur de la revue internationale Hermès, et président du Conseil de l'éthique publicitaire depuis son institution en 2005. À mes côtés également, 2 autres membres du CEP, Pascal Marie, consultante médias et affaires publiques, et Denis Gancel, cofondateur et président de W. Conran Design. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Dominique, pourriez-vous nous rappeler ce qu'est le Conseil de l'éthique publicitaire ? Oui, d'abord c'est une instance qui est liée à l'ARP. L'ARP, ça veut dire l'autorégulation du monde de la publicité et partiellement de la communication. Et il y a le Conseil que représente l'ARP, et il y a 2 autres instances, dont le comité d'éthique de la publicité, qui a pour objectif de réfléchir de manière critique sur les forces et les faiblesses du milieu de la pub, du milieu de la com, des réactions de la société, et en fait d'avoir une vision à la fois critique sur la réalité actuelle, prospective si on peut proposer des choses, mais en tout cas c'est l'idée d'ouvrir des connaissances et d'en développer dans un univers qui se résume de manière suivante: personne ne peut se passer de la pub et de la communication, et tout le monde déteste la pub et la communication. Donc il y a quelque chose qui ne va pas depuis quasiment plus de 150 ans, et donc du coup c'est un objectif intellectuel, politique et culturel de à la fois valoriser et défendre la publicité et la communication, entendre les critiques dont elle est l'objet, et voir pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment, tout ceci est envahi de stéréotypes et d'idéologies plutôt ridicules. Donc c'est une bonne fonction, c'est pas de l'éthique au sens classique du terme, mais c'est une réflexion, disons, c'est un lieu de réflexion critique. Est-ce que vous pouvez nous dire plus concrètement, du coup, sur quel sujet le Conseil de l'éthique publicitaire fait des recommandations ? Alors, le principe de travail, c'est un groupe de vingtaine de personnes. Certaines sont issues du monde de la pub et de la communication, d'autres sont des personnalités qualifiées. Et en fait, on prend les grands sujets politiques de société. Et là, on a publié 37 avis de 2006 à 2023. Je vous cite quelques thèmes: la personne humaine, le développement durable, les jeunes, les réseaux sociaux, les nouvelles formes de censure, l'hypersegmentation, la politique, la communication politique, etc. Donc les sujets, ces 37 sujets reflètent un peu ce dont tout le monde parle, avec en général énormément de stéréotypes, et c'est ça qui est intéressant dans ce comité d'éthique de la publicité, c'est que on essaie d'attaquer les représentations, les stéréotypes, les clichés qui sont violents et efficaces dans cet univers. Et le paradoxe de notre société est suivant: personne, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, personne ne peut se passer de la publicité et tout le monde la déteste. Et cette contradiction est embêtante parce qu'au bout d'un moment, c'est une bonne partie des rapports à la liberté et à la communication sans charge qui sont en cause. Donc, revaloriser, réfléchir de manière contradictoire sur le statut de l'information, de la communication, de la publicité, c'est aussi tout de même réfléchir sur les conditions de la démocratie. Parce que si on dit que la publicité c'est de l'aliénation, ou que c'est négatif, alors ça veut dire que la moitié de la population ou un quart de la population a raison, que les autres sont des idiots. Et par exemple, une des hypothèses que moi j'ai mis tout de suite en prenant cette responsabilité, c'est que ce qui est intéressant dans la publicité et la communication au sens large, c'est qu'il y a un émetteur, un message, un tuyau et un récepteur. Et la plupart des jugements de valeur, la plupart du temps négatifs concernant l'information et la communication, sont de penser que le récepteur est manipulé. Et je pense qu'une des idées les plus fortes à contre-attaquer, sur lesquelles il faut contre-attaquer, c'est de dire non, le récepteur, vous et moi, nous tous, ne sommes jamais passifs, ne sommes jamais idiots, ne sommes jamais nuls. Et la capacité critique du récepteur fait que c'est pas parce que je dis quelque chose que cette chose-là est acceptée. Et donc par conséquent, ce décalage entre l'émetteur, le message et le récepteur est un décalage très important. Ça, c'est le problème de fond actuel. Mais il est redoublé par le progrès technique et par l'essor de l'économie des données, c'est qu'il y a de plus en plus de messages dans tous les sens, il y a de plus en plus d'interactivité, il y a de plus en plus de vitesse. Donc heureusement que le récepteur résiste, sinon nous serions tous fous. Et donc introduire le concept de réception et de réception critique dans l'ensemble des réflexions concernant l'information et la communication, c'est fondamental. C'est fondamental parce que si on ne le met pas, on suppose qu'il y a quelques-uns qui sont des génies qui savent, la masse qui est abrutie et les récepteurs qui sont manipulés. C'est ridicule. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas émettre un message en politique, en culture, en communication, sans tenir compte de l'altérité. Et c'est ça qui est intéressant. On pense que tout le monde pense de la même manière et que naturellement l'altérité est secondaire. Et moi je pense que c'est l'altérité qui fait sens. Donc on est dans une vision critique au sens étymologique du terme, c'est-à-dire ce qui est critiquable, ce qui est mieux, ce qui est un progrès, ce qui peut être mis en question.
Et on est obligé rapidement de s'apercevoir que non seulement la question centrale est celle du récepteur, mais la deuxième question centrale, c'est la diversité culturelle. On ne pense pas de la même manière. On n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes stéréotypes, on n'a pas les mêmes images, on n'a pas les mêmes religions. Et donc, du coup, la publicité, c'est à la fois quelque chose qui traverse les sociétés, et en même temps, elle doit s'affronter à ce qu'est l'intelligence du récepteur et l'extraordinaire diversité des cultures. Le Conseil de l'éthique publicitaire a décidé de compléter ses avis avec des alertes. C'est une des nouveautés de cette année. Vous avez aussi décidé de proposer un format audio, en plus du site du CEP et des cahiers du CEP. Oui, parce qu'on cherche un peu à diversifier, on ne se fait pas d'illusions. La connaissance, ça avance très lentement, surtout quand il y a des représentations et des stéréotypes adverses. Mais nos avis sont très sérieux et on essaie de diversifier, d'assouplir, d'ouvrir un peu plus. Donc d'où les podcasts, parce que tout ce qui est le son est quand même formidable, parce que c'est de la voix. Et d'autre part, écrire des alertes sur un style différent, mais qui soient plus vives, pour susciter plus de polémiques, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et puis restent les avis qui sont un peu la vision officielle. Mais le rôle de l'ARP n'est pas seulement de donner la doxa, de faire une espèce de jurisprudence, c'est aussi de s'occuper des conditions de la communication. D'où la recherche par le podcast, ou bien par ces fameuses alertes de quelque chose soit plus vif, plus polémique. On en vient au sujet de ce podcast, et cette alerte empathie, bien-pensance, conformisme. Où va la pub ? Moi, je suis très content que ce soit notre première alerte, parce qu'on sent tous, on a tous des origines différentes dans ce comité d'éthique de la pub, et même si on élargit à l'ARP, mais il y a une chose que tout le monde sent, c'est-à-dire il y a beaucoup de diversité de messages, et ça fait beaucoup de conformisme. Comme si finalement, l'élargissement du monde, la multiplication des signaux et des signes, au lieu d'ouvrir les uns les autres, faisait renaître la peur. Et je prends un exemple. Dans la mondialisation, les gens veulent à la fois garder leur identité, être dans l'ouverture et pouvoir négocier. Et c'est pour ça que finalement, ça devient de plus en plus compliqué et que la tendance, à ce moment-là, est de se replier. Et se replier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, on se replie sur du conformisme. Et là, le conformisme aujourd'hui dominant dans nos sociétés, c'est tout le monde est gentil, tout le monde a le droit de se défendre, personne n'a de devoirs, mais tout le monde a des droits. Et du coup, les marques elles-mêmes se replient. Et les agences de publicité et de communication le disent, mais non, il ne faut pas aller dans ce sens-là. Ils vont. Et on est dans un univers de béni oui-oui, où en fait, tout le monde serait gentil, alors que la haine et la guerre sont aux portes de tous les pays. Donc, par conséquent, il y a une espèce de contradiction entre cette espèce de gentille bienveillance, qui n'est qu'en fait qu'une forme de peur de l'autre, avec le fait qu'en définitive, on se replie. Donc, l'augmentation du volume des flux d'informations, de culture, et je peux prendre la musique, tout ça, n'aboutit pas forcément à plus de tolérance. Au bout d'un moment, les gens ont peur. Donc s'ils ont peur, ils pensent la même chose. S'ils pensent la même chose, ils renforcent le conformisme. Or, la force de la publicité et de la communication, c'est que c'est du lien social qui a une condition, c'est qu'il y ait de la diversité. Si vous avez des flux d'informations de communication qui tiennent les mêmes messages, vous perdez la force de la diversité. Donc, on est dans une contradiction. Publicité, communication, ça va vers l'ouverture. Et en définitive, on a peur, on se referme, donc on pense la même chose. Et personne n'avait pensé cela. Finalement, plus il y a de volume d'information, plus il y a de conformisme. D'où le rôle de tout ce qui peut dire non, la science, la politique, la publicité, la communication, le domaine de la connaissance. Tous les univers où on peut dire non, on n'est pas forcément dans le consensus, et c'est pas forcément nécessaire d'être dans le consensus, puisque le consensus, c'est l'appauvrissement. Que les hommes parlent, créent des œuvres, des images, du son, et donc par conséquent, à quelles conditions est-ce que l'ouverture ne risque pas de se transformer en hostilité à l'égard de l'autre ? C'est une vraie question politique au sens large. Et la publicité, la communication ont un rôle là-dedans. C'est pas de la tolérance béni oui qu'il faut faire. C'est dire oui, on admet que l'autre ne me ressemble pas, oui, on ne se ressemble pas, oui, on n'a pas grand-chose à se dire. Mais on peut faire quelque chose en commun. Et du coup, comment exprimer cette diversité ? Comment exprimer cette différence ? Comment être en laissant faire tous les métiers. En laissant faire tous les métiers. Les musiciens, les prêtres, les chimistes, les professeurs, tous les métiers qui font de la création. Pascal Marie, vous parlez de publicité aseptisée. Oui, c'est sûr, le CEP a souhaité en fait questionner cet océan de bienveillance dans lequel la publicité évolue et d'après le CEP d'ailleurs risque de se noyer. Alors peut-être une précision, il ne s'agit pas de faire le procès de la bienveillance qui par ailleurs est quand même un liant dans le fonctionnement de société plus inclusive et plus harmonieuse. Il ne s'agit pas non plus de favoriser ou d'avoir l'air d'inciter les publicités à transgresser, à promouvoir une non-bienveillance ou une malveillance sous la forme du mensonge ou de la tromperie ou de, pourquoi pas, la haine
haine raciale ou le sexisme, mais simplement d'alerter sur cette tyrannie du consensus qu'évoquait Dominique Volton, et puis ce risque de trop-plein finalement de normalité, et les enjeux que pose cet hygiénisme, parce qu'on peut vraiment parler d'hygiénisme moral généralisé en publicité. Denis Gancel, vous dites que la publicité est devenue trop édulcorée. On fait attention à tout, on s'inquiète de tout. Et vous posez cette question, depuis quand n'avez-vous pas ri devant une pub ? Oui, il y a un paradoxe, c'est qu'on n'a jamais, Dominique Volton l'a bien dit, on n'a jamais passé autant de temps devant des écrans et on a le sentiment que la pub n'ose plus. Et on a tous, pour certains d'entre nous qui ont l'âge, la nostalgie des cultures pub, des nuits de la pub au Palais des Congrès, qui étaient des vrais divertissements où tout le monde riait et tout le monde s'amusait. Et donc la question qu'on s'est posée au sein du comité d'éthique en disant mais comment se fait-il ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette évolution là où en est la publicité ? Alors rapidement, la publicité n'est pas un absolu. La publicité est toujours relative à la société dans laquelle elle s'inscrit. La société des années 70-80 et donc de culture pub et compagnie était une société, on va dire, de l'excès. Et comme la publicité est une caricature, vous aviez une caricature qui faisait rentrer en résonance l'excès de la société, puisqu'on était à l'heure de la libération dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout dans cette société. On est dans une société qui est caractérisée par le moins, une société que Jean-Sébastien Bach pourrait qualifier de société bien tempérée, quasi ennuyeuse. Et la publicité, qui est un buvard, s'appuie sur cette société qui est trop tempérée. Et du coup, ça donne quelque chose qui est plein de prévention, pour beaucoup de raisons, notamment une raison, c'est que les risques encourus lorsqu'on sort des rails sont devenus très importants. Parce qu'évidemment, la grande différence entre les années 80, en dehors de cet aspect sociologique, c'est l'aspect médiatique. C'est que les risques encourus de la surexposition des marques, de la surexposition de pas de côté qui n'auraient pas été bien contrôlés, peut entraîner des risques de réputation qu'aujourd'hui les marques ne sont pas prêtes à courir. Oui, c'est la sanction immédiate. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un surprincipe de précaution à tous les niveaux de la chaîne qui fait que pas de vague, pas de risque, et comme ça, tout le monde sera content. À la fin de la journée, malheureusement, personne n'est content. Le paradoxe, c'est que cette eau tiède-là, qui menace tout le monde, et qui est en fait un faux consensus, on cherche tous l'eau tiède parce qu'au moins on pense qu'il n'y aura pas de conflit. Un, ça évite pas les conflits, parce que ça se radicalise quand même. Et puis deux, cette eau tiède, si je puis dire, elle n'est pas non plus très satisfaisante. L'excès dont vient de parler Denis n'était peut-être pas formidable, mais au moins il est obligé à réagir. Là, il n'y a pas de réaction. Si jamais on n'arrive pas à sortir de cette logique, de cette bonne conscience, on va le payer cher parce que notre colère aux uns aux autres existe. Et si jamais elles ne peuvent pas s'exprimer de manière ou d'une autre, elles font rebond de manière plus violente. Par ailleurs, le CEP a posé la question de la sincérité des marques. Donc, sur cette idée de colère, effectivement, si le décalage entre un propos excessivement bienveillant et la réalité de la pratique des entreprises est connu du public qui reçoit le message, le risque de la colère est grand. Oui. Dès qu'il n'y a plus de confiance, tout est foutu. C'est très compliqué à trouver l'équilibre entre quelque chose qui est violent, quelque chose qui est régulé, quelque chose qui doit rester sauvage. En matière de stratégie créative, ça a une conséquence, c'est qu'il y a un choix à faire. Et ceci est valable à la fois pour les marques, également pour les agences. Il y a un choix qui est un peu déceptif et un peu dommage, qui est le choix du consensus. Et aujourd'hui, le consensus, il s'incarne par ce qu'on appelle le pro bono, c'est-à-dire les grandes causes. Si vous regardez ce qui est primé dans les festivals internationaux de publicité, je pense évidemment à Cannes qui va avoir lieu dans quelques jours, eh bien vous voyez que le nombre de prix qui sont décernés, souvent dans ce qu'on appelle des ghosts, c'est-à-dire des campagnes qui ne sortiront jamais, et qui relèvent des grandes causes, est incroyable. C'est-à-dire que comme si les créatifs se réfugiaient dans un domaine finalement qui n'a pas d'enjeu commercial, mais qui fait appel à des sentiments, d'aucuns pourraient dire des bons sentiments, totalement consensuels, incontestables, et qui sont finalement une autoroute. Voilà. Évidemment, il en faut, évidemment c'est très important d'en faire, mais il est curieux de voir que énormément de prix créatifs sont donnés dans ces catégories. Et d'ailleurs, il y a énormément d'agences qui commencent l'année en disant, voilà, on va truster telle ou telle grande cause pour avoir des prix. Voilà. Et puis, il y a un deuxième choix, qui est une vraie responsabilité pour la profession publicitaire aujourd'hui, qui est qu'en fait, il y a un nouveau décalage à inventer dans la société dont on parlait tout à l'heure. Dans cette société qui vient d'être décrite, il y a un nouveau registre de créativité à inventer. Il y a de nouveaux décalages, de nouveaux décadrages. Ils ne peuvent plus être ceux des années 80 ou des années 2000. Il y a un travail considérable à faire d'une nouvelle créativité, d'un nouveau décalage qui ne doit pas être triste, qui ne doit pas être ennuyeux, qui doit
doit être humoristique, voilà, ça reste à inventer. Si on en revient plus concrètement à toutes ces pubs qui ont marqué des générations, on a tous en tête par exemple Maurice qui pousse le bouchon un peu trop loin, cette pub Choco Suisse. Pourquoi elle ne serait plus possible aujourd'hui ? Alors là, c'est pas une question de bienveillance, c'est plutôt une question de normation entre guillemets de la publicité, tout simplement parce que dans les recommandations de l'ARPE, il y en a une sous la pression des pouvoirs publics, il faut bien le dire, qui est relative à la représentation des consommations, en tout cas des actes de consommation, des attitudes de consommation. Alors en particulier pour les enfants, mais là au cas Choco Suisse, ça l'aurait choqué même pour un adulte, on ne peut absolument plus représenter des attitudes de consommation excessive et toutes les prises de repas doivent correspondre à des repas équilibrés. Ça va au point où même une représentation de petit déjeuner doit inclure un jus de fruits, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne peut plus représenter d'attitudes qui soient contraires aux grandes recommandations d'hygiène du PNNS, pour parler technique, c'est-à-dire du Programme national santé. On a parlé de la frilosité des marques. Il y a aussi l'environnement dans lequel baignent les agences. Oui, Dominique a dit quelque chose d'important, c'est l'émancipation qui n'est jamais facile. Quelle est la condition de l'émancipation ? C'est la confiance. Or, qu'est-ce qui se passe dans le day-to-day de la fabrique de publicité, en tout cas en France ? C'est des cahiers des charges qui deviennent de plus en plus copieux, de plus en plus volumineux, remplis d'un faisceau de contraintes considérables, où vous n'avez plus la phrase que l'on pouvait entendre autrefois qui était « étonnez-nous ». Point. Étonnez-nous. Ce qui relevait d'une confiance faite aux professionnels pour étonner, et donc pour être surpris. Voilà. Les agents sont d'une certaine façon déjà bridés au moment du cahier des charges. Ça peut être, c'est une responsabilité des annonceurs, mais il y a une responsabilité des agences qui surinterprètent les préventions et les contraintes. Avec une mauvaise lecture d'ailleurs de l'autorégulation, où on anticipe trop l'autorégulation en disant cette phrase qu'on entend souvent, c'est « ça ne passera jamais ». Mais qu'est-ce qu'on en sait ? Et donc, là aussi, il y a une défiance vis-à-vis de l'esprit critique des récepteurs, des clients, demain des consommateurs, en disant « mais ils ne vont pas être capables de comprendre, ils ne verront pas le décalage, donc on ne le fait pas ». Voilà. Pour faire de la très bonne publicité, il faut énormément de confiance. Et la première confiance qu'il faut avoir, c'est la confiance dans le récepteur. Donc la publicité, est-ce qu'elle prendrait pas un peu les récepteurs pour des imbéciles ? La publicité ne prend pas le récepteur pour un imbécile, d'abord parce qu'elle veut vendre quelque chose, donc elle a intérêt à le respecter. Mais un peu, c'est une hiérarchie à caractère culturel, c'est le monde de la pub, de la com, et je pourrais élargir le monde politique, une bonne partie du monde académique. Les élites, en sens large, ont un peu tendance à penser qu'eux, ils sont intelligents, mais que les autres sont des cons. Et vous voyez très bien ce syndrome dans le fait que, oui, naturellement, je ne suis pas dupe de la publicité, mais les autres, oui. Mais pourquoi est-ce que M. Dupont ou Mme Durand ne seraient pas dupes de la publicité que tous les autres le seraient ? Donc il y a un jugement de valeur hiérarchique. Sur l'humour, sur la distance, sur le deuxième degré de la pub et compagnie, elles disent bien joué, on aime, on n'aime pas, mais enfin, je ne suis pas sûr que le bon peuple... Il faut se méfier du bon peuple parce qu'il a une très longue mémoire, contrairement à ce qu'on croit, d'une part, et d'autre part, les marques, et ça c'est un rapport très important entre marque et publicité, les marques jouent un rôle essentiel dans la construction de notre histoire. Autrement dit, souvent, moi je dis aux patrons des marques, vous n'êtes pas propriétaire de votre marque. Vous l'êtes peut-être, mais ce que ça a fait dans la tête de millions de garçons et de filles, jeunes et vieux, ces marques qu'on a vues, qui ont construit notre vie quotidienne, nos imaginaires, elles ne vous appartiennent pas seulement parce qu'elles font partie de la société. Et elles font partie du lien social, justement. Et donc, par conséquent, une marque, elle a naturellement son autonomie, mais il faut aussi qu'elle comprenne que sans être une espèce de moteur de la société, elles font quand même partie de l'animation profonde des identités, des repères, des images. D'ailleurs, les gosses, ils aiment très bien la publicité à la radio et à la télévision, et sur les réseaux quand on leur montre, et deux, ils se souviennent très bien des pubs. Alors, elles peuvent pas être des donneurs de leçons, elles ont raison d'être ce qu'elles sont. Si vous voulez, ce qui est compliqué dans le monde contemporain, c'est que tout se mélange, et c'est normal, et en même temps, il faut absolument distinguer les logiques, et en même temps, on ne peut pas complètement les distinguer, voilà. Le commercial n'est pas l'économique, qui n'est pas le politique, qui n'est pas le culturel. Maintenant, tout se mélange, et tout le monde a une opinion sur tout, ce qui est plutôt un progrès, et en même temps, cette espèce d'opinion sur tout fait qu'on n'a pas forcément les compétences pour avoir une opinion sur tout, et que du coup, il y a un décalage. Et on est constamment dans cette contradiction. Un, on veut ouvrir le monde. Deux, tout le monde peut avoir une opinion. Trois, les opinions ne sont pas synonymes de connaissances. Concrètement, à quels autres risques s'exposent les marques ? C'est-à-dire qu'on cherche quand même l'efficacité en publicité. Et du coup, cette bien-pensance politiquement correcte, outrancier, est-ce qu'il représente d'autres risques pour les marques ? Celle de ne pas être distinguée. Dans un flot de messages publicitaires, celle
produire ou de proposer une création publicitaire qui soit absolument semblable à celle de l'annonceur d'à côté, et donc de ne pas être mémorisé, et donc effectivement ne pas laisser de traces. Oui, ça c'est un élément absolument essentiel, parce que le grand paradoxe, c'est qu'on devrait considérer que compte tenu du paysage médiatique, de la surexposition de toutes les marques, le paysage, comme l'a dit Dominique, il est incroyable, on sait tout sur tout, partout dans le monde. Les réseaux sociaux crépitent, on a tous 2 écrans dans sa poche, donc on pourrait considérer que les marques se disent, dans ces cas-là, il va falloir que je fasse des efforts de créativité énormes pour émerger, et pour rechercher une chose qui est l'impact. Or, c'est à ce moment-là où on trouve, au contraire, une sorte de lissage de la créativité. Donc c'est très paradoxal. On pourrait dire qu'il y a un lissage de la créativité parce qu'il y a tellement peu de médias que de toute façon on émergera. Voilà. Il faut bien comprendre quelque chose d'important, c'est que dans la démarche publicitaire, le pire pour le publicitaire, c'est l'ennui. Voilà. Il fuit l'ennui. Voilà. Ça, c'est le déjà vu. Or, il faut bien avoir en tête qu'on a déjà tout vu. Quand Jacques Séguéla, en son temps, faisait décoller une voiture du porte-avions, tout le monde disait c'est extraordinaire, c'est complètement fou. D'ailleurs, il va être honoré au Festival de Cannes, à juste titre. Mais aujourd'hui, ce type d'effet, on est dans un monde d'effets à outrance. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il y a un nouveau décadrage à inventer, d'une autre nature, peut-être avec moins de surenchère. En tout cas, c'est une vraie réflexion pour que personne ne s'endorme. Et c'est une transition toute trouvée vers la conclusion de ce podcast. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de faire un pas de côté pour les annonceurs et pour leurs agences ? L'idée de la RPP, c'est de donner un cadre, mais c'est pas non plus de castrer la création. Alors, quelles seraient vos recommandations aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il est possible encore de faire ? C'est toujours le même problème. La fonction critique dans les sociétés, c'est une fonction essentielle à condition qu'elle puisse exister. Là, par exemple, à modeste échelle, ce qu'on essaie de dire, issu du monde de la pub et de la com pour la plupart des participants, c'est qu'attention, il y a une glissade vers les bons sentiments, ou de dire aux agences, ne soyez pas si poltrons, ou dire aux marques, assumez ce que vous êtes. Par exemple, quand les marques sont mondiales, elles peuvent pas à la fois être mondiales et ne pas se poser la question d'à quel moment il va falloir qu'elles sortent de leur rôle. Et en même temps, on peut pas demander une grande marque mondiale de faire de la politique, mais en même temps, elle ne peut pas l'ignorer. Donc, le travail qui consiste à dire, attention, il y a une dérive qui est vers cette espèce de réification de toutes les différences, qu'on peut plus toucher à personne, que tout le monde a ses droits, mais personne n'a de devoirs. Et on peut dire, attention, la pub et la com n'a pas forcément raison, mais c'est un capteur parce qu'elle vend du décalage. Alors c'est un petit décalage, c'est pas la publicité qui fait la société, loin de là, mais c'est un élément comme un autre de soupape. Et être sensible à ce que dit ce milieu, ou lui dire au contraire à ce milieu, arrêtez d'être conformiste vous-même, arrêtez de vendre du conformisme, assumez vous-même un peu plus cette radicalité qui fait partie de votre histoire et qu'on n'arrête pas de raconter. On dit toujours, c'était formidable hier, oui d'accord, mais il faut inventer aujourd'hui. Donc concrètement, chacun à sa place peut critiquer cette espèce de bienséance, de bonne volonté apparente, de bonne conscience qui dégouline, et donc d'hypocrisie, et donc de perte de confiance. On va lutter contre les bons sentiments et l'espèce d'hégémonie moraliste ou moralisante, c'est quand même laisser respirer une société. Et on sait très bien que il n'y a que la démocratie qui, même si elle ne le fait mal, le fait de laisser respirer les sociétés. C'est drôlement difficile d'accepter que l'autre existe quand on pense que l'autre est complètement différent de moi et qu'il pense exactement l'inverse. Mais c'est la seule leçon qu'on a. Non pas forcément la tolérance, mais au moins le respect. Oui, on peut dire aussi que les sujets d'éthique n'ont jamais été aussi importants aujourd'hui. Et on peut s'interroger pourquoi. Pour une raison simple, pour 2 raisons. La première raison, c'est que la nature des sujets traités sont de plus en plus sociétaux. Et donc, évidemment, avec l'environnement au premier chef, avec la transition écologique, la décarbonation, etc., mais aussi toutes les grandes causes dont on a parlé tout à l'heure. Et deuxièmement, de la sensibilité des nouvelles générations, qui sont non seulement en quête de sens, mais sont aujourd'hui des discriminants et des décodeurs extrêmement avertis de la nature des messages et de leur crédibilité. Donc, dans ce cadre-là, l'autorégulation, elle est indispensable. Parce que ça joue effectivement un rôle de vigie pour les créatifs, de façon à savoir dans quel cadre. Vous savez, vous connaissez cette phrase, c'est les rives sont la chance du fleuve, en l'enserrant, elles l'empêchent de devenir marécage. Voilà, la RPP, c'est ça. C'est surtout pas castrer la création. Encore faut-il en faire la pédagogie de cette autorégulation. Moi, l'autorégulation. Parce que c'est nos pairs, les pairs, qui s'interrogent sur qu'est-ce que dit ce que je fais.
Voilà, c'est valable pour toute industrie, c'est aussi valable pour la publicité. Merci infiniment à tous les trois, Dominique Volton, Denis Gancel, Pascal Marie. Je rappelle, Dominique Volton, que vous êtes le président du Conseil de l'éthique publicitaire. Vous en êtes tous les deux par ailleurs membres. C'est une des 3 instances associées au dispositif d'autorégulation professionnelle de la publicité en France. On peut retrouver les avis et les alertes du CEP sur le site cep-pub.org. Merci encore et à bientôt.